Bien, mais bonjour à toutes et à tous et tout d'abord un grand merci pour cette invitation. Donc comme il a été précisé, je ne parlerai pas spécifiquement de la théorie de l'évolution. Ma réflexion sera plutôt en amont, donc réfléchir à la question de la sécularisation, sécularisation des sociétés, sécularisation des conceptions de la science et où se situent les élèves de terminale par rapport à cela. Donc quelques mots d'abord sur les motivations de la recherche, ensuite quelques mots aussi sur le concept de sécularisation qui est le cadre théorique utilisé de manière générale, puis par rapport à quelques indicateurs relatifs à la science, les questions de recherche, la méthodologie, un aperçu de quelques résultats d'une enquête internationale qui est en cours et que je coordonne, et puis nous ferons un zoom plus particulièrement sur la situation des élèves en Belgique francophone, donc toujours des élèves de terminale, et puis quelques perspectives à la fois en matière de recherche et sur le plan pédagogique. Alors, les motivations de la recherche, elles ont été liées en bonne partie au constat du rejet total ou partiel par des élèves ou par des professeurs également de la théorie de l'évolution au nom de leurs croyances religieuses. Je cite un certain nombre d'auteurs, aussi bien en Belgique, Perbal, qu'aux États-Unis, en France et dans bien d'autres pays. Notamment l'enquête de Pierre Clément de 2014 a été réalisée dans plus de 30 pays et on constate un nombre important de professeurs qui ont aussi des conceptions créationnistes, quoi. Donc ça c'est tout à fait clair. Maintenant, il faut aussi ajouter, mais ça mes collègues de l'après-midi le feront beaucoup mieux que moi, que même des élèves qui ne rejettent pas la théorie de l'évolution pour des motifs religieux peuvent fort bien ne pas la comprendre du tout ou mal l'interpréter. Des enquêtes montrent que beaucoup d'élèves ont plutôt une conception de type lamarckien que darwinien, aussi bien en France qu'en Belgique, ainsi de suite, quoi. Donc voilà, la question est vraiment très complexe et la dimension religieuse n'en est qu'une parmi beaucoup d'autres. Mais mes questions, dans le cadre de cet exposé, donc, se situent au-delà du cas particulier de la théorie de l'évolution. Donc, c'est de voir dans quelle mesure les élèves de terminale ont ou non une conception sécularisée de la science, donc faire un état des lieux, si vous voulez, et puis essayer de voir quels sont les facteurs explicatifs possibles. Donc il y a à la fois des enjeux de type épistémologique et sociétaux. Quel est aujourd'hui, c'était rappelé par Pierre Gillis à l'instant, donc quel est aujourd'hui le degré d'acceptation d'un des principes clés de la science moderne tel qu'elle apparaît au XVIIe siècle, notamment avec Galilée, à savoir son autonomie à l'égard des croyances religieuses et telle qu'elle va se développer notamment par les académies savantes qui vont être créées, comme la Royal Society, ainsi de suite, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Et comment garantir à la fois la liberté de conscience et de croyance, d'une part, dans nos sociétés démocratiques et pluralistes, et d'autre part, la non-ingérence du religieux dans le registre explicatif scientifique. Donc je m'en tiens bien aujourd'hui au registre explicatif, je n'aborderai pas la dimension éthique qui est encore un tout autre problème où on pourrait discuter des positionnements des uns et des autres à cet égard. Alors, le cadre théorique, tout d'abord, dans l'aspect le plus général, le concept de sécularisation, donc c'est un concept sociologique lié le plus souvent à celui de modernité. Donc ici, je vais juste m'en tenir à quelques grands critères définis notamment par Jean-Paul Willem. Donc un premier aspect de la sécularisation, c'est une forme de rationalisation des représentations du monde, à la fois sur les plans scientifiques, donc notamment à partir du développement de la science qualifiée de moderne au XVIIe siècle, mais aussi sur les plans politiques, économiques, notamment comme les travaux de Max Weber et de bien d'autres les ont montré avec la fondation des États modernes, ainsi de suite, quoi. Alors, un deuxième volet très important, c'est une différenciation fonctionnelle des institutions et des activités à l'égard du religieux. Donc, pour faire simple, dans une société non sécularisée, le religieux imprègne tous les aspects, voire exerce une position surplombante et de contrôle par rapport à toutes les autres
autres sphères de la vie sociale. Dans une société sécularisée, au contraire, la religion se déploie dans son domaine propre, mais ne prétend plus exercer une fonction surplombante ou de contrôle par rapport aux autres sphères de la vie sociale, économique, politique, et ainsi de suite. Pour donner un exemple très simple, pendant longtemps, le certificat de baptême avait valeur aussi civile, légale, ainsi de suite. Depuis, il y a eu une dissociation très nette. Le seul élément qui a valeur juridique, légale, c'est l'acte de naissance et qui est bien distinct du certificat de baptême. Voilà, ça illustre bien cette différenciation fonctionnelle des institutions et des activités. Une autre caractéristique importante de la sécularisation, c'est la pluralisation des systèmes de sens et d'explication, en particulier en matière religieuse, depuis le fait que notamment dans les pays d'Europe, il y a eu concurrence entre la religion catholique et protestante, et puis l'ouverture à de nombreux autres systèmes de croyances. Donc on vit dans des sociétés de type pluraliste, et donc un corollaire lié à ça, c'est le principe d'autonomisation, individualisation, voire de privatisation du religieux. Donc les individus sont amenés à devoir, dans une société plurielle, à poser des choix, sauf s'ils sont dictés éventuellement par des considérations qui sont purement identitaires. Ça, c'est un autre débat, mais disons dans une société démocratique, pluraliste, idéale, en principe, chaque individu a la liberté pleine et entière d'opter pour différents systèmes de sens et d'explication. Alors, je tiens aussi à préciser, c'est très important, que les processus de sécularisation ne sont pas à sens unique. Une société peut très bien se séculariser sur une ou plusieurs de ces dimensions, ou au contraire se déséculariser. Okay ? Et alors l'aspect qui va le plus retenir notre attention, c'est le deuxième, c'est l'aspect de différenciation fonctionnelle, notamment entre ce qui relève de la science et ce qui relève des religions. Alors, venons-en maintenant à la définition d'indicateurs de sécularisation pour la science. Et donc, pour arriver à définir de tels indicateurs, je me suis appuyé sur un modèle d'analyse des positionnements entre science et croyances religieuses qui se base à la fois sur les travaux de différents historiens, à la fois du monde catholique, de l'agnosticisme-athéisme, notamment Georges Minois, du monde islamique, Urvois, toute une série d'autres auteurs, des enquêtes de terrain réalisées dans différents pays qui se sont attachés à cette question, des modèles d'analyse de différentes prises de position. Donc, ça, je n'ai pas le temps de m'attarder ici, je peux y revenir éventuellement s'il y a des questions. Et donc, sur base de ces différents travaux, j'ai essayé de construire avec différents collaborateurs un modèle qui reprend sous la forme d'idéotypes un certain nombre de postures typiques de positionnement entre science et croyances religieuses. Donc on peut en trouver une première qui consiste à rejeter des contenus scientifiques au nom de conceptions dites fidéistes, donc basées sur la foi. Donc dès le moment où il y a une contradiction entre les deux, eh bien ce serait la posture liée à la foi qui primerait le plus souvent, mais pas toujours, ça s'accompagne de conceptions de type littéraliste. Donc par exemple ceux qui rejettent la théorie de l'évolution au nom d'une lecture littéraliste des Écritures, et voilà, la conséquence par exemple c'est la suppression de la théorie de l'évolution dans les programmes et manuels scolaires de nombreux pays, ou suppression partielle. Par exemple, au Maroc, on l'a supprimé à un moment donné, sous la montée des mouvements islamiques, fin des années 80, début 90, et puis depuis 2006, ça a été réintroduit partiellement, mais uniquement pour les animaux. On veut bien l'admettre pour les animaux, mais pour l'homme, c'est plus compliqué. Voilà, donc ça, c'est un exemple de ce type de posture. Une autre posture, c'est le concordisme dit classique. Donc il repose sur le postulat selon lequel le livre de la parole et le livre de la nature ne sauraient se contredire puisque leur auteur est le même. Et donc c'est la tendance à vouloir lire le livre de la nature en fonction des catégories conceptuelles du livre de la parole. Alors il y a de très nombreuses variantes ou modalités, donc chercher à établir une forme d'alliance entre science et écriture sous l'autorité de ces dernières, voire chercher à confirmer ce que les écritures révèlent à partir de la science. Alors je tiens à préciser que cela est une attitude longtemps dominante au sein de l'Église catholique, depuis certains écrits de saint Augustin au 5e siècle, jusque des citations de papes jusqu'à la fin du 19e siècle, avec la
la très célèbre formule « les sciences au service des écritures ». La légitimité des sciences, le but des sciences, c'était quelque part d'aider à une meilleure lecture des écritures. Et donc, cette attitude est aujourd'hui vraiment très fortement présente au sein du monde musulman. Et donc, il y a de nombreuses hypothèses qu'on peut avancer, mais le collègue tout à l'heure peut sans doute y reviendra plus longuement. Le fait qu'il n'y a pas eu au départ une forme de rejet des textes des auteurs grecs, comme dans le cas du christianisme, où les rapports étaient plus conflictuels entre le christianisme naissant et les textes des auteurs grecs, qu'on peut considérer quelque part comme proto-scientifique. Le fait aussi qu'il n'y ait pas eu un équivalent de ce qu'a représenté l'affaire Galilée dans les pays de tradition chrétienne au sein du monde musulman, et puis aussi des facteurs plus récents, donc notamment à partir des années 1920, ainsi de suite, dans des pays comme l'Égypte, où s'est développé un courant face à la colonisation européenne, à tenter de faire accroître que finalement, oui, si les Européens ont la puissance militaire, scientifique, technologique, ainsi de suite, néanmoins, si on lit bien le Coran, on trouvera que la plupart des grandes théories scientifiques les plus modernes se trouvent déjà en germe dans certains versets du Coran, et donc quelque part renverser un peu le rapport entre les deux puissances, quoi. Alors, une autre variante, c'est le concordisme dit inversé. Il s'agit ici de chercher à établir des concordances entre science et religion en partant non pas des écritures ou d'une tradition révélée, mais d'une démarche qui se présente comme scientifique, ou à tout le moins comme rationnelle. Donc il s'agit de vouloir trouver Dieu. Ce Dieu peut être défini sous la forme d'un grand architecte ou d'un grand horloger à travers la science. Et donc c'est un courant qui était vraiment très important, et ce sont loin d'être des personnes stupides qui ont adhéré à ce type de conception. On peut citer Kepler, Newton, Leibniz, ainsi de suite. Donc par exemple, Newton était tellement fasciné par le fait que des phénomènes aussi variés, nombreux, pouvaient se trouver décrits par une formule d'une simplicité mathématique extraordinaire, qui pour lui c'était un signe de perfection de l'univers, et la perfection de l'univers attestait de la perfection de son créateur, quoi. Ok, voilà un peu le raisonnement suivi dans ce type de perspective. Alors on aurait pu penser qu'aujourd'hui ces conceptions n'existaient plus, mais si elles existent bien, notamment un des courants qui les illustre, c'est aujourd'hui l'intelligent design, selon lequel la nature sera à ce point complexe qu'on ne peut pas rendre compte, l'expliquer, sans faire intervenir à un moment donné l'idée d'un dessin intelligent. Alors, une quatrième posture, c'est au contraire l'idée d'une autonomie de la science par rapport aux croyances religieuses, donc qui se base sur l'idée qu'en science, la nature s'explique par la nature et que l'on quitte le domaine des sciences chaque fois que l'on cherche à expliquer la nature par autre chose que la nature. Une série de principes ont été introduits, le principe de parcimonie, déjà par Guillaume d'Occam au XIVe siècle, l'idée de limiter le domaine de la science à la recherche des causes efficientes et non à celle des causes ultimes. Donc, pour prendre un exemple très simple, si je dis pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Ça, c'est une question à laquelle la science n'a pas réponse. Ça concerne les causes ultimes, ça ne concerne pas les causes efficientes. Donc, le rôle des sciences, c'est d'étudier les causes efficientes, pas les causes ultimes. Le critère de réfutabilité dont il vient d'être question. Et donc voilà un certain nombre, disons, de critères de démarcation qui se sont progressivement définis au cours du temps entre science et croyances religieuses. Et donc, si l'on accepte ces principes, on arrive à la conclusion que la science exclut de son champ la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu, non pas par choix de conviction, mais par choix méthodologique. Alors, une autre posture, c'est celle de la recherche de complémentarité entre science et croyances religieuses, mais autre que concordistes. Donc, il s'agit de rechercher une forme de conciliation, voire de complémentarité ou d'articulation entre les deux, tout en reconnaissant qu'il existe une différence de nature profonde entre les deux. Alors, je vais passer l'acronyme
qui exprime cette idée le plus célèbre aujourd'hui, c'est le fameux nomade de Gould, mais qui reprend globalement l'idée qu'exprimait Galilée. Déjà, nous n'avons pas cherché dans les Écritures un enseignement proprement dit de l'astronomie, donc la science est indépendante des religions. Mais il peut y avoir une complémentarité pour une personne croyante dans le sens où il peut trouver à travers les Écritures comment on doit aller au ciel et non pas une explication sur comment va le ciel. Alors beaucoup d'autres auteurs se sont attachés à des distinctions, la distinction entre raison pure, raison pratique. La raison pure, est tout à fait autonome par rapport aux considérations religieuses. Dans la raison pratique qui porte sur les questions éthiques, là, selon les choix des uns et des autres, plusieurs options sont possibles. L'idée d'articulation au sens de Lambert, donc il serait possible éventuellement de chercher à mettre en rapport science et religion, mais jamais d'une manière directe, toujours en passant par la médiation de disciplines intermédiaires comme la métaphysique, l'éthique, l'herméneutique, ainsi de suite. Voilà, mais ça, ce sont des débats philosophiques dans lesquels je n'entrerai pas. Une autre posture, ce sont les critiques rationalistes, donc au nom de la raison, de la science de conception religieuse. Donc c'est l'idée que la science s'est construite par rupture et dépassement successifs par rapport à un premier niveau d'explication mythologique ou religieux. Et donc, les religions, certaines de leurs formes particulières d'expression, peuvent être perçues comme des freins ou des obstacles au développement de la science, voire à l'émancipation de l'humanité. Et donc ici, je ferai une distinction nette entre les critiques rationalistes qui s'attachent à démonter certaines croyances religieuses particulières au nom des principes que je viens d'énoncer, d'une autre conception qui serait le scientisme, qui serait une conception alors beaucoup plus poussée à l'extrême, où la science est perçue comme un discours de type totalisant qui exclut tout autre type de discours, comme notamment le discours religieux. Alors voilà, ceci c'est un petit tableau synthétique où j'ai essayé de reprendre ces différentes postures en faisant ressortir les critères sous-jacents. Donc dans les trois premières, il y a l'idée d'une forme de prééminence de conception religieuse ou métaphysique sur la science. Dans les deux secondes, il n'y a pas d'idée de prééminence. Et dans les critiques rationalistes, il y a une forme de prééminence de la science. Le deuxième critère, c'est soit il n'y a pas de recherche d'alliance ou il peut y avoir une recherche d'alliance, au contraire, pour trois de ces postures, concordisme classique, concordisme inversé ou autonomie avec recherche de complémentarité, mais cette recherche d'alliance va être conçue selon des modalités très différentes. Dans les trois premiers cas, il y a une forme de confusion entre science et religion. Dans les trois cas suivants, on établit une nette distinction entre science et religion. Et à nouveau, dans le cas du scientisme, il y a à son tour une forme aussi de confusion entre science et religion, si la science se perçoit comme totalisante et excluante par rapport à d'autres. Alors par rapport à notre concept sociologique de sécularisation, on peut dire que les trois premières postures illustrent une conception non sécularisée de la science. La science, quelque part, est sous la dépendance, sous le contrôle à des degrés divers de la religion. Dans les trois cas de figure suivants, il y a clairement une conception sécularisée. La science est conçue comme autonome par rapport aux croyances religieuses. Et dans le dernier cas, il s'agit là d'un sécularisme de type excluant. Il ne vise pas l'autonomie de la science à l'égard des religions, mais une forme d'éradication des religions au nom de la science. Okay. Alors, les questions de recherche plus précisément consistent à voir dans quelle mesure les élèves de terminale adoptent ou non une conception sécularisée de la science. Et une conception sécularisée de la science, en référence à ce modèle, sera définie sur base de deux indicateurs. D'une part, leur degré d'adhésion à l'idée d'autonomie de la science et corollairement leur rejet de conception de type fidéiste ou concordiste. Et donc, dans le cadre de cet exposé, je n'aborderai pas les autres dimensions, complémentarité, critique rationaliste, et puis donc quels sont les facteurs susceptibles d'influencer l'adoption d'une conception sécularisée de la science.
Alors voilà, ces facteurs sont très nombreux, je n'aurai pas non plus l'occasion de les développer tous, mais note bien entendu les convictions personnelles en matière de religion peuvent jouer un rôle très important, mais au-delà du fait que l'élève soit croyant dans telle ou telle religion, c'est sûrement beaucoup plus son rapport aux écritures sacrées qui est l'élément plus déterminant. Donc le fait qu'il ait une lecture plutôt de type réaliste, il considère que les écritures expliquent historiquement, matériellement l'origine de l'univers, l'origine de la vie de l'homme, ainsi de suite, ou au contraire, il en fait une lecture symbolique, il considère que ces écrits visent à donner un sens à cette existence selon le langage et la culture propre à une époque, mais n'ont en rien vocation à donner une explication de type matériel ou historique par rapport à ces événements. On peut se demander aussi si la filière d'études joue un rôle. A priori, des élèves qui ont une formation forte, de nombreuses heures de sciences, devraient être mieux informés des caractéristiques de la science et établir une plus nette distinction entre ce qui relève de la science et ce qui relève d'autres registres de discours. L'influence évidemment du contexte sociétal, selon que l'on vit dans une société à dominante sécularisée ou non sécularisée, on peut penser que cela exerce aussi une influence sur les conceptions en matière de sécularisation de la science. Et puis il y a toute une série d'autres facteurs, au niveau d'études des parents, les stratégies identitaires notamment adoptées par des enfants issus de l'immigration, comme ça a déjà été dit dans l'exposé d'introduction, tous les enjeux identitaires d'assignation, d'auto-assignation. Alors, la recherche internationale qui est actuellement en cours porte sur 14 pays, et donc jusqu'à présent, donc, on a un échantillon de plus de 6000 élèves, dont 5000 dans les filières générales. Et donc ce dont je vais parler ne concernera que les filières générales, tout simplement pour la raison que pour cette tranche d'âge, d'abord dans beaucoup de pays, la scolarité n'est obligatoire que jusqu'à l'âge de 16 ans, et donc les élèves sur lesquels porte l'enquête étant plus âgés, ayant globalement 18 ans, dans beaucoup de pays n'existe plus un enseignement de type technique et professionnel, ou en tout cas les formations de type technique et professionnel ne sont pas organisées par le système scolaire, mais par d'autres structures, ainsi de suite. Donc je vais m'en tenir plutôt alors aux élèves, aux résultats relatifs aux élèves des filières générales. L'instrument utilisé, c'est un questionnaire relativement court, puisqu'il fallait l'administrer à de très larges échantillons d'élèves, donc constitué de questions de type fermé. Donc les élèves doivent choisir parmi plusieurs options, avec donc quelques questions pour chacune des postures, 5 ou 6 questions pour le fidéisme, 5 ou 6 pour le concordisme classique, ainsi de suite. Et chaque question est accompagnée d'une échelle de Likert à 6 niveaux, entre moins 10 et plus 10, et donc les moyennes vont être exprimées sur une échelle entre moins 10 et plus 10. Et sur base de ce questionnaire, donc, nous avons essayé de déterminer dans quelle mesure les élèves ont des conceptions sécularisées ou non sécularisées de la manière suivante, en tenant compte des deux indicateurs. Donc le premier indicateur, c'est voir dans quelle mesure... Donc, comment les élèves se situent par rapport au fidéisme et ou au concordisme. Donc, ici, soit leurs 3 moyennes sont inférieures à 2,5, donc sur une échelle de moins 10 à plus 10, donc on peut estimer que ces élèves-là n'adhèrent pas au fidéisme ou au concordisme, soit ils y adhèrent de manière modérée, soit ils y adhèrent de manière très forte, avec une des 3 moyennes supérieure ou égale à 5. Et puis nous avons croisé avec l'autre indicateur, l'autonomie, en reprenant les mêmes limites. Et donc on peut dire que ces élèves-ci ont une conception non sécularisée, forme stricte, dans la mesure où ils adhèrent à une des 3 conceptions non sécularisées de manière plus forte qu'à l'idée d'autonomie de la science, tandis que ceux-ci, c'est une conception toujours non sécularisée, puisqu'ils adhèrent à un certain degré à des conceptions fidéistes et concordistes, mais ils adhèrent aussi en parallèle à l'idée d'autonomie. Donc voilà, ces élèves-là se trouvent un peu parfois ambivalents entre deux conceptions. Ceux-ci, c'est un cas particulier, ils n'adhèrent ni à l'un ni à l'autre. Pourquoi? Ça, c'est un peu plus compliqué à déterminer. Oui, voilà ceux qui sont là. Et par contre, les deux dernières catégories, donc ceux qui n'adhèrent pas aux conceptions fidéistes et concordistes et qui adhèrent au moins à une valeur moyenne en autonomie, on considérera qu'eux ont une conception sécularisée de la science. D'accord? Alors, sur base de ces critères,
mais les constats auxquels on aboutit sont les suivants. Donc, je donne d'abord un aperçu sur le plan international et puis un zoom sur le cas de la Belgique francophone. Donc, ont des conceptions majoritairement non sécularisées les élèves musulmans qui ont été interrogés en Algérie, en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Maroc, au Sénégal, en Tunisie et en Turquie. Donc majoritairement, ça veut dire que plus de 60%, et dans certains cas c'est même plus de 80 voire 90%, ont des conceptions non sécularisées. Alors dans ce groupe, il y a quand même des nuances à établir. Par exemple, pour les élèves de Tunisie, on se retrouve plus souvent dans le profil 2, des conceptions non sécularisées, mais hybrides, tout en admettant quand même une autonomie, ainsi de suite, qui est plus prononcée que dans les autres pays. Donc il y a tout un contexte culturel sur lequel je n'ai pas le temps de m'étendre, propre à la Tunisie, à la fois sur le plan historique, sur le plan sociologique. On peut aussi évoquer que c'est là qu'a démarré le printemps arabe, ainsi de suite, et c'est peut-être le seul pays malheureusement où ça semble avoir eu certains effets, ainsi de suite, et où il y a des collègues très engagés. Je pourrais citer Saïda Roua, Sonia Kebali, ainsi de suite, qui sont des collègues tunisiennes qui vraiment mettent en place des dispositifs, puisque en Tunisie on enseigne la théorie de l'évolution, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays du monde musulman, pour que les élèves justement différencient bien les deux registres, ainsi de suite, quoi. Alors, du côté protestant ou évangélique, j'ai pu en trouver dans 5 pays, soit en Argentine, Belgique, Congo, Côte d'Ivoire et Pérou. Dans les pays où il existe une distinction entre protestants ou évangéliques, sauf le cas particulier de la Belgique, il n'y a généralement pas de différence, quelles que soient les églises auxquelles appartiennent ces élèves, par exemple au Congo ou en Côte d'Ivoire, ils partagent les mêmes conceptions non sécularisées. Par contre, en Belgique, ceux qui sont dans l'église luthérienne, par rapport aux autres églises, ont des conceptions plutôt sécularisées, mais ils sont très minoritaires aujourd'hui. La plupart des élèves en Belgique francophone sont protestants, sont originaires d'Afrique centrale ou d'autres pays et ont des conceptions plutôt non sécularisées. Et alors, on trouve aussi des élèves catholiques, notamment au Congo, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui ont également des conceptions non sécularisées. Donc, une première conclusion que l'on peut tirer, c'est que les conceptions non sécularisées peuvent se trouver chez les élèves de toutes les religions qui ont fait partie de cet échantillon. Une lacune importante à cette enquête, à ce stade, c'est que je n'ai toujours pas réussi à voir un nombre significatif d'élèves d'un des pays du nord de l'Europe de tradition protestante. J'ai quelques questionnaires récoltés en Allemagne, mais pas en nombre suffisant que pour oser en parler. J'ai pour le moment une étudiante qui s'y trouve et j'espère qu'elle va en ramener un plus grand nombre. Alors, des conceptions intermédiaires, donc très contrastées. Certains élèves ont des conceptions sécularisées, d'autres non sécularisées, voire d'autres tout à fait ambivalents. Et ça, j'en ai trouvé notamment dans les 2 pays d'Amérique latine qui ont participé à cet échantillon, l'Argentine et le Pérou, ou aussi par exemple chez les élèves orthodoxes de Grèce. Et puis les élèves qui ont majoritairement, donc à plus de 60% des conceptions sécularisées de la science, et bien c'est le cas des élèves catholiques des 4 pays européens, Belgique, Espagne, France, Italie, et c'est bien entendu le cas, ça on ne sera pas étonné, c'est un peu tautologique, des élèves agnostiques ou athées dans ces 4 mêmes pays, de même qu'en Argentine. Alors j'ouvre une parenthèse pour dire que les élèves agnostiques athées, on en a trouvé en grand nombre forcément dans les 4 pays européens, Belgique, Espagne, France, Italie, aussi en Argentine, un peu au Pérou, que même la chercheuse était surprise, elle croyait ne pas en trouver, mais si, on en a trouvé quelques-uns, et de même encore moins en Tunisie. Mais dans tous les autres pays, il n'y avait pas d'élèves agnostiques ou athées. D'accord ? Donc ça montre aussi le clivage un peu des convictions sur le plan géographique et culturel, et de manière plus générale, donc l'importance des facteurs sociologiques et culturels. Alors maintenant, je fais un zoom, si vous voulez bien, sur la situation en Belgique francophone. Et donc, j'ai ici les élèves répartis selon leurs convictions déclarées.
Alors, les nombres, évidemment, ce n'est pas du tout proportionnel, vous l'aurez compris, à la situation en Belgique francophone. On a voulu, c'est un échantillon stratifié mais non pondéré, mais on a voulu que chaque strate soit suffisamment représentée. Donc, par exemple, on a eu beaucoup de peine à obtenir 200 élèves protestants. Et donc, je tiens ici à saluer, j'ai eu la collaboration d'un inspecteur de religion protestante, M. Reynaud, grâce à qui j'ai pu faire passer les questionnaires dans toute une série de classes où il y avait des cours de religion protestante. Et donc, ce que l'on peut voir, donc on peut à la fois examiner l'effet des convictions et puis l'effet de la filière d'études. On voit par exemple que pour les élèves musulmans, très peu ont une conception sécularisée de la science. Ça va de 8% dans les filières techniques et professionnelles à 16 ou 14% dans les filières générales, mais voilà, donc ce chiffre est très bas et il n'y a guère de différence selon la filière d'études. Chez les élèves protestants, le constat est à peu près analogue. Il y a peut-être une très légère différence entre sciences de base et sciences fortes, 19%, 30%, mais enfin, ça reste quand même des résultats très faibles en matière de sécularisation. Les élèves catholiques, là, on voit une nette différence entre l'enseignement technique et professionnel et l'enseignement général. Dans l'enseignement général, ils ont très majoritairement une conception sécularisée de la science, et dans l'enseignement technique et professionnel, c'est moins le cas. Alors là, il faut éventuellement évoquer certaines limites. Peut-être que certaines questions du questionnaire étaient un peu compliquées pour des élèves du technique ou du professionnel. Peut-être aussi qu'ils ont des cours de sciences plus centrés sur les aspects techniques du métier qu'ils apprennent plutôt que des cours vraiment de base qui expliqueraient la méthodologie scientifique, je dirais comme ça peut être le cas dans l'enseignement général. Voilà, le niveau l'origine sociale des élèves n'est pas la même non plus, l'origine culturelle. Voilà, donc il y a une foule de facteurs qui pourraient expliquer les différences entre enseignement technique et général. Mais ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est qu'au sein du général, on ne trouve guère de différence entre la filière sciences de base 3 heures et sciences fortes 6 heures. Et pour les élèves agnostiques ou athées, on bien sûr très majoritairement une conception sécularisée de la science, mais malgré tout avec aussi un décalage qui s'observe entre le technique professionnel et le général. Alors maintenant, parmi toutes les variables explicatives possibles, je vais juste me focaliser sur une, qui est le rapport aux écritures sacrées. Donc en distinguant R, c'était le rapport dit réaliste, considérer que les écritures sacrées expliquent réellement, matériellement, historiquement l'origine de l'univers et de l'homme. Et S, c'est un rapport symbolique, considérer qu'elle vise à donner un sens à cette existence, mais pas à fournir une explication de type matériel. Alors, la première ligne montre les différences de proportion. On voit que les élèves catholiques, 66% adhèrent à l'idée d'un rapport symbolique et 19% à une lecture réaliste. Alors, on n'atteint pas les 100% parce qu'un certain nombre d'élèves n'ont pas répondu. Donc, ces chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes que dans le tableau précédent. Par contre, on peut voir que chez les élèves protestants ou musulmans, ils adhèrent en majorité plutôt à un rapport réaliste. Donc pour les protestants, 54% contre 33, pour les musulmans, 70 contre 17. Donc ça c'est le premier constat que l'on peut faire. Le rapport aux écritures n'est pas le même dans ces trois religions. Et puis si on voit l'influence que cela peut avoir sur les différentes postures qui ont été définies, on voit par exemple que le fait d'adhérer à une conception symbolique plutôt que réaliste comme rapport aux écritures, si on prend les deux premières colonnes chez les catholiques, on voit que leurs résultats sont plus élevés en autonomie de la science, qui rejettent les conceptions fidéistes, donc ils ont moins 5 plutôt que 0, ils rejettent un peu moins, mais quand même une petite différence par rapport à ceux qui ont une lecture réaliste, moins 2,4 par rapport à moins 1,3, ainsi de suite. Donc on voit clairement que le rapport aux écritures influence l'adoption d'une conception sécularisée ou non sécularisée de la science, et c'est la même chose pour les élèves protestants. On voit par exemple pour le fidéisme, ceux qui ont une lecture symbolique, ils ont une moyenne de 0,8 plutôt que 4,1. Même chose, le concordisme classique. Pour les élèves musulmans, les différences vont évidemment dans le même sens, mais les écarts semblent être plus réduits. Donc ceux qui adhèrent
un rapport considérant les Écritures comme un récit réaliste, mais son fidéiste, concordiste, ainsi de suite. Ceux qui adhèrent à une conception plutôt symbolique, mais ne savent pas très bien se positionner. Donc c'est 0 entre moins 10 et plus 10, mais néanmoins, donc il y a toujours une diminution par rapport à ceux de la première colonne. Alors, ceci pose une question très importante, parce que dans l'enseignement belge, ce qui concerne les conceptions de la science, on peut imaginer que ce soit traité globalement, les principes méthodologiques au cours de sciences. Par contre, la question du statut des écritures et du rapport aux écritures, on peut se poser la question où les élèves ont-ils l'occasion d'en parler à l'école. Au cours de sciences, ce sera difficile. Le professeur de sciences va être qualifié pour les matières scientifiques, mais en général, il va dire que ce n'est pas son rôle de parler des écritures sacrées, de leur statut, de leur rapport, ainsi de suite. Si on prend les cours de religion, mais ce sont des cours en Belgique à caractère confessionnel. On n'est pas dans des cours d'enseignement des faits religieux comme en France ou d'éthique et culture religieuse comme au Québec ou dans d'autres pays. Donc, on ne sait pas du tout comment c'est traité ou pas. C'est sans doute très variable d'un professeur à l'autre. Et par exemple, le nouveau cours de philosophie citoyenneté, j'ai lu un peu les programmes, ainsi de suite, mais ce type de question n'est que très très peu abordé. Quelque part, il y a des distinctions savoir-croyance, mais encore, c'est plus pour ceux qui ont les 2 heures plutôt qu'1 heure, et donc ça reste extrêmement limité. Donc je pense que là, il y a un enjeu crucial, quand on voit quand même que l'adoption ou la non-adoption d'une conception sécularisée de la science, c'est pas en soi une grande découverte, mais je veux dire, on pouvait s'y attendre, mais ceci est une confirmation, est quand même assez largement dépendante du rapport aux Écritures. Or, dans notre enseignement tel qu'il est organisé, il y a peu d'espace pour vraiment traiter à fond, en profondeur, ces questions, quoi. Alors, maintenant, quelques perspectives pour ne pas être trop long. D'une part, des perspectives de recherche, mais bien entendu, c'est une recherche en cours, donc on va poursuivre l'état des lieux dans une approche comparative et internationale. Donc, comme je le disais, il nous manque pour le moment des pays de tradition protestante du nord de l'Europe. Alors, ce que je disais des élèves catholiques en Belgique, France, Italie et Espagne. J'ai une étudiante, par exemple, pour l'instant, qui est en Pologne, qui m'a déjà ramené quelques questionnaires. Le peu que j'ai pu voir, c'est qu'en Pologne, ce n'est pas du tout la même chose que dans les 4 autres pays. Là, les élèves auront beaucoup plus une conception non sécularisée de la science et aussi de la société. J'ai aussi un autre volet du questionnaire que dans les 4 autres pays, quoi. Bien entendu, voilà, il faut poursuivre la recherche d'explications, à la fois les facteurs historiques, sociologiques, psychosociaux, notamment les assignations identitaires, didactiques, comment la science est enseignée dans ces différents pays à travers les programmes, les manuels, les pratiques des enseignants. Et alors, aussi, ce qui me paraît très important, essayer de concevoir et de tester des dispositifs didactiques qui visent à amener les élèves à différencier les 2 types de registres. Et donc, je tiens vraiment ici à saluer le travail que font en ce sens, notamment des collègues en Tunisie, quoi. Donc, qui proposent notamment un module à caractère épistémologique avant l'enseignement de la théorie de l'évolution, puis on a l'enseignement de la théorie de l'évolution, et puis à nouveau, on voit si effectivement, leur donnant des textes religieux, des textes scientifiques, ils sont capables de bien faire la différence entre les deux, d'éviter des confusions, des amalgames, ainsi de suite. Maintenant, voilà, j'espère que, parce que c'est des initiatives qui restent relativement locales malgré tout, que ça pourra s'étendre. Alors, des perspectives sur le plan pédagogique, je pense qu'une première piste, c'est de donner une connaissance mieux informée aux élèves de l'objet des limites de la science, et notamment d'enseigner les critères de démarcation possibles entre science et d'autres registres de discours. Alors je sais que le concept de réfutabilité, notamment, peut faire l'objet de discussions et de multiples interprétations. Néanmoins, je crois que c'est quand même un élément qui me paraît très important à enseigner et qui pourrait aider, en tout cas, à clarifier de beaucoup la distinction entre science et d'autres critères, la distinction entre cause efficiente et cause ultime, le principe de parcimonie. Et donc, je tiens à dire un peu par anecdote que quand je donne un cours, notamment aux étudiants de l'agrégation, la formation à la neutralité, je leur demande, donc ils sont
plusieurs centaines dans l'auditoire, qui connaît le principe de réfutabilité, en tout cas qui l'a étudié, qui connaît, c'est encore autre chose selon le degré d'approfondissement. Mais voilà, il y a une minorité d'élèves, mais qui reste une minorité, qui lève la main, puis je dis qui l'a appris quand il était élève dans l'enseignement secondaire. Et là, sur plusieurs centaines d'étudiants, le nombre de réponses tient sur le doigt d'une main. Selon les années, c'est 2, 3, 4, 5. Et ça, je trouve que c'est vraiment très malheureux, parce que pour moi, ce serait vraiment un des aspects tout à fait essentiels d'un cours de sciences, c'est vraiment expliquer quels sont les principes de base fondateurs de la démarche scientifique, et qu'on ne demande pas aux élèves de connaître toute une série de résultats particuliers, mais au moins comment fonctionne la science. Et donc, je sais bien, je l'ai fait par expérience une fois aussi dans une école secondaire où j'avais été invité. Et quand j'ai expliqué ça, des étudiantes sont venues me trouver. Mais pourquoi, monsieur, ne nous a-t-on pas dit ça plus tôt? Pourquoi est-ce qu'on a tout le temps été dans la confusion, le conflit de loyauté? Est-ce que je dois accepter ce qu'on dit au cours de sciences, au cours de religion? Alors que si on explique les choses simplement, clairement, normalement, ça devrait aider à éviter un certain nombre de problèmes. Souligner le caractère construit des savoirs, valoriser l'apport de différentes cultures, la science grecque, la science arabe, ainsi de suite. Tout ça me semble très important. Alors voilà, traiter du statut des écritures sacrées, montrer la diversité des interprétations selon les contextes historiques et culturels. Je pense que c'est très important, mais la difficulté que j'évoquais, où le faire, dans quel cours c'est le plus approprié. Et même si on fait tout cela, malgré tout, certains élèves peuvent rester encore dans des formes de confusion ou alors d'hyper-relativisme, ne pas savoir du tout comment se positionner par rapport à tous ces enjeux. Donc je pense que le modèle qui était présenté tout à l'heure comme outil de recherche, donc oui, voilà, celui-ci peut être aussi utilisé comme outil pédagogique. Faire un débat et dire, voilà, non pas qu'est-ce que vous en pensez ou quelles sont vos convictions personnelles, ça relève de l'intime pour l'élève, mais dire aux élèves, voilà, dans le cadre d'un cours de sciences, quelles sont les postures que l'on est supposé adopter. Et donc, si on fait ça, on verra que les postures 4, 5 et 6 sont tout à fait compatibles avec un cours de sciences. Par contre, les 3 premières ou la 7e, là, il y a un petit souci, quoi. OK. Alors, je vais terminer par un exemple concret qui reste relativement modeste. Donc, c'est l'idée d'amener les élèves à distinguer des registres de discours. Donc, il n'a pas fait l'objet d'une étude scientifique, c'est plus sous l'angle d'un témoignage, mais il a au moins le mérite d'exister, c'est la raison pour laquelle j'en parle. C'est ce que fait une professeure de français qui s'appelle Françoise Meurant à l'Athénée Gatti de Gamon et que j'ai le plaisir chaque année d'inviter pour les formations à la neutralité. Donc, il s'agit d'une école au centre de Bruxelles qui accueille des élèves de milieux globalement défavorisés, que pudiquement on appelle en Belgique encadrement différencié. Et donc ils sont de plus de 40 origines nationales différentes. Ils sont surtout issus de l'immigration maghrébine et africaine, et tous, sans exception, se disent croyants, même très croyants, que ce soit musulmans, protestants ou catholiques. Et donc, ce que cette professeure de français vise, c'est d'apprendre aux élèves à distinguer différents registres de discours. Alors, elle distingue 3 grands types. Là, bon, il y a des choix, on pourrait en distinguer plus, mais disons, pour la facilité, on peut en retenir 3. Religieux ou métaphysiques qu'elle met ensemble, philosophiques et scientifiques. Et donc, ce qu'elle demande aux élèves, c'est de réaliser un projet en examinant une question à partir de 2 référentiels différents. Et ça, c'est eux qui choisissent. Donc, ils peuvent soit prendre religieux et scientifique, religieux et philosophique, philosophique et scientifique. Toutes les combinaisons sont possibles, pour autant qu'il y ait 2 référentiels différents. Et alors, un point très important sur lequel elle insiste, c'est le fait qu'il faut arriver à penser en je de manière autonome et pas en nous. Puisque souvent, quand on aborde des questions sensibles, un élève lève la main, dit « Oui, mais madame, chez nous, c'est… » dit « Chez nous, je ne connais pas. » Tu donnes ton avis, puis un autre dira le sien, et ainsi de suite, mais chacun s'exprime en jeu.
Et voilà quelques exemples de questions. Les questions varient d'une année à l'autre, puisqu'elles sont construites aussi avec les élèves. Donc la science a-t-elle réponse à tout? Le darwinisme, le créationnisme sont-ils inconciliables? Comment concevoir l'infini? Peut-on penser son existence sans Dieu? En quoi Galilée a-t-il révolutionné notre vision du monde? Sommes-nous condamnés à être libres? D'où venons-nous? Enfin voilà, toute une série de questions de ce type-là. Et alors ce que je vais vous donner, c'est simplement... Après l'activité, donc qui dure quelques semaines, il y a une forme de débriefing à la fin. Donc voici quelques citations d'élèves. Faïsal, l'homme ne devrait pas se restreindre à une seule vérité, il devrait être en perpétuelle recherche pour ne pas tomber dans le fanatisme de la vérité absolue. L'homme peut prétendre détenir la vérité s'il admet qu'elle est vraie pour lui, mais qu'il n'essaye pas de l'imposer aux autres. Pour moi, il n'y a pas de vérité absolue, puisqu'elle est constamment mise à l'épreuve du temps, de l'expérience, de l'évolution du monde. Finalement, il existe une grande différence entre la croyance et le savoir. L'un et l'autre occupent leur domaine propre. Je peux croire en Dieu et garder cette croyance pour moi, tout en étant un scientifique qui conçoit la vérité comme vraie jusqu'à preuve du contraire. Encore une dernière citation. Ce travail m'a permis de comprendre qu'il est impossible de construire une nation, une société dans laquelle il existe une seule vérité absolue, car elle entraîne toujours un dogme, un système totalitaire où le droit à la connaissance est contrôlé par certaines personnes qui vous imposent leurs idées que vous devez accepter comme vraies, au risque d'être pourchassés, voire exécutés, comme ce fut le cas pour Giordano Bruno. Voilà, donc ce ne sont que quelques témoignages, mais je pense qu'ils sont encourageants dans un contexte où il y a les montées du fondamentalisme, des extrémismes, ainsi de suite. Mais on voit que certaines initiatives mises en place dans nos écoles à Bruxelles, certains enseignants sont activement engagés dans des initiatives mais qui quand même apportent certains éléments de solution. Voilà, donc je souhaitais terminer par une note optimiste. Voilà, je vous remercie. Merci.